Eh bien, bonjour. À cette table ronde sur Data, IA et Santé, organisée par la BPI et animée par Numéum, le syndicat des industriels du numérique. Et aujourd'hui, nous allons parler donc data et santé populationnelle. Et laissez-moi vous présenter mes participants à cette table ronde. Donc, je vais vous laisser vous présenter brièvement. Et ensuite, on attaquera notre discussion. Donc, Sébastien. Bonjour, Sébastien Massard, directeur de la stratégie de Dassault Systèmes. Et puis Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui crée des univers virtuels pour améliorer le monde réel. Franck. Oui, bonjour à tous. Franck Loué, je suis cofondateur et président de l'IFUN. l'IFUN, on est une société qui travaille sur la donnée de santé et avec de l'IA pour faciliter des cas d'usage dans l'hôpital et en ville de soins courants ou de recherche clinique. Gilles. Oui, bonjour. Gilles Paubert. Donc, moi, je suis du groupe CGNIM. Je suis en charge de toute l'activité données de vie réelle. Et le groupe, rapidement, c'est deux activités majeures qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est les logiciels d'aide à la prescription et le big data. Charlet. Oui, bonjour à tous, je suis Shirley Brottier, je suis le CTO de Software Medical. Donc Software Medical, c'est un des leaders de l'e-santé en France, en particulier sur le monde hospitalier, avec 4 domaines d'activité, l'hôpital, l'imagerie, la médecine de ville et la biologie médicale. Et effectivement, on mène aussi un certain nombre de projets de type responsabilité populationnelle dont on va pouvoir parler. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alors, le sujet de la journée, c'est, donc on l'a compris, la santé populationnelle comme une méthodologie et la data pour supporter donc cette méthodologie. Et cette méthodologie, chez Numéum, on la voit comme un moyen de transformer ou d'aider à transformer le système de santé, puisqu'on s'entend François Braun, quand il était intervenu à la refondation, avait dit que le système a besoin d'une refondation systémique. Et donc, voilà, on se pose la question de savoir si la santé populationnelle est la bonne approche. Alors, un indice quand même qu'on a en tant qu'industriel, c'est que une étude de marché américaine fait des prédictions sur le marché des logiciels et services de la santé populationnelle, en disant que ce marché pèserait aujourd'hui, en 2024, 70 milliards de dollars et pourrait peser, si tout se passe bien avec un taux de croissance de plus de 20% par an, 280 millions, enfin plus de 280 milliards de dollars en 2035. Donc la question que je vais poser à mes participants, c'est est-ce que c'est une opportunité pour le marché français? Alors avant d'attaquer ces questions-là, est-ce qu'on partage le même constat sur le fait que le système de santé aujourd'hui est en grande difficulté et qu'il a réellement besoin de cette transformation systémique? Peut-être que je peux commencer, pourquoi pas. Donc effectivement, je pense que le marché arrive à certaines limites, le marché de la santé arrive à certaines limites et qu'il est temps maintenant de prendre ce virage vers la prévention, aller vers la médecine participative, la médecine de précision et ce genre de démarche-là. Donc ce qui se situe derrière la responsabilité populationnelle ou la santé populationnelle d'une manière générale et ce qui a été montré, ce que vous avez décrit dans les chiffres américains, doivent nous inspirer. Dans les pays d'Asie, cette transformation a déjà été faite et est déjà en route. Dans les Nordiques, c'est la même chose. Donc il est absolument nécessaire maintenant que ce programme s'instaure. Mais c'est avant tout une décision politique qui doit avoir lieu. Je pense qu'on y reviendra rapidement. Et ça doit s'accompagner d'une transformation et d'un accompagnement des professionnels de santé, des instances publiques pour que ce virage puisse avoir lieu, définitivement. Gilles. Merci. Donc, moi, je peux rajouter un mot, c'est par rapport à ce qu'on suit dans les différents pays européens où on est je dirais, impliqué, donc notamment en Angleterre, où il y a eu un virage qui a été fait, puisque ce constat qu'on a en France, c'est un constat général, et le Covid n'a fait qu'amplifier, je dirais, certains écarts, et notamment l'impact social sur la prise en charge de la santé. Donc ça va au-delà des données. Et je dirais qu'effectivement, il y a besoin d'un leadership très fort. On voit au UK aujourd'hui, c'est la NHS qui est, même si tout n'est pas comparable, mais la NHS a un sponsoring très fort. Donc effectivement, par rapport à ce que disait Shirley, d'autres pays l'ont fait.
il faut y aller parce que vieillissement de la population, les coûts et je dirais l'impact social qu'il y a sur je dirais, le patient. Donc il faut mettre le patient au centre. Donc effectivement, c'est une bonne idée d'y aller. Pour compléter, en effet, on est sur un virage important. Je pense que l'opportunité majeure qu'on a, c'est que par la donnée, on peut révéler des choses qui sont auparavant invisibles. Et donc, c'est rendre visible l'invisible. Et la santé populationnelle, elle peut s'appuyer là-dessus pour coupler des facteurs qui avant étaient complètement découplés, pour orchestrer des acteurs qui n'étaient pas coordonnés entre eux, et en gros pour passer le ballon différemment en fait, à l'échelle du système de santé. La question c'est qui est-ce qui peut impulser ça, puisqu'il y a des blocages d'ordre systémique, et je crois qu'en tant que fournisseur de solutions, on a l'obligation de s'approcher d'acteurs qui ont soit une responsabilité territoriale, soit une responsabilité de soins, pour qu'ils puissent prendre en main en réalité le potentiel, le plein potentiel de la donnée pour la santé populationnelle. Donc avant même la notion de marché, je pense qu'on doit pouvoir mettre en avant le potentiel à la fois économique et sanitaire de ces nouvelles approches, et je crois que c'est aussi l'objectif de la discussion. Bon, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit évidemment, et au-delà de l'opportunité, moi je dirais que c'est plutôt une nécessité en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix collectivement, il faut qu'on fasse plus de prévention. Le système de soins français est extrêmement bon dans le curatif et pas très bon dans le préventif, et étant donné la démographie qui est ce qu'elle est en France, mais dans tous les pays occidentaux, voilà, on va avoir plus de personnes âgées, et on sait qu'on a déjà des démographie médicale qui, elle, est un peu en inverse, qui est en souffrance. Donc voilà, on a un double effet ciseau où voilà, on a plus une offre, voilà, une demande de soins qui explose, une offre de soins qui, elle, est stagnante, voire en diminution. Et donc, on n'a pas le choix. Il faut se transformer. Et surtout, il y a aussi une autre problématique qui est une problématique de budget. C'est-à-dire qu'en fait, si on a 30% de plus d'octogénaires dans 10 ans, est-ce qu'on aura 30% de plus de budget au global? Sans doute pas. Donc, la soutenabilité du système de soins et un enjeu, et donc il faut faire plus avec moins de soignants, moins de budget, plus de demandes de soins. Donc c'est un enjeu qui est absolument majeur, et je pense qu'en France on n'est pas très bien préparé pour ça. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler, mais c'est une révolution qu'il faut mener, et évidemment il faut que ce soit impulsé au plus haut niveau, et donc il y a tout à faire. Donc voilà, avec plaisir pour parler de tout ça. D'accord. Donc, si je vous écoute bien, on peut dire que oui, la transformation du système de santé est incontournable, et il faudra s'y coller un jour ou l'autre, enfin la préparer ou la réaliser. Et alors, une question, c'est est-ce qu'aujourd'hui on peut parler, quand on veut parler de santé, est-ce qu'il faut absolument parler du système de santé, enfin du système de santé basé sur des données de santé, ou est-ce que aussi quelque part les évolutions sociétales imposent aussi cette transformation? C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut plus simplement dire l'état de santé c'est la maladie, mais c'est donc au sens OMS du terme, c'est un bien-être, c'est une. Et est-ce que dans cette transformation, ces événements sociétaux doivent être pris en compte pour transformer le système de santé? Je ne sais pas si je réponds exactement à la question et si je l'ai complètement comprise. Je donnerai l'exemple de la nutrition. En fait, si on regarde la nutrition, c'est un sujet de santé complètement évident par rapport à des enjeux de prévention, des enjeux aussi de compréhension, c'est-à-dire on est à l'aube d'une science nouvelle, de la compréhension multifactorielle de l'impact de ce que je mange sur mon état de santé futur. Et cette compréhension, elle n'était pas possible il y a 20 ans ou 40 ans, parce qu'on n'avait pas la capacité d'accéder à de la donnée de vie réelle sur ces enjeux-là. Néanmoins, on a réussi sur les 20 dernières années à progresser radicalement dans le champ de la nutrition, et il y a des labos en France qui sont à la pointe de l'excellence là-dessus, notamment à l'INSERM. Le point, c'est que cette donnée multifactorielle, quand elle va être accessible, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme de façon incitative ou de façon encourageante les comportements à très grandes échelles. Et donc là, ça suppose une pensée nouvelle qui implique aussi de la sociologie, qui implique de dépasser le strict champ
du ministère de la Santé ou du secteur de la santé, parce qu'on voit bien ça inclut l'alimentation, forcément ça inclut l'agriculture, et on voit bien que là aussi il y a des révolutions à faire. C'est en fait une politique multisectorielle qu'il faut avoir, et c'est un élément, je pense, qu'il faut avoir en tête quand on dit santé populationnelle, c'est de la santé qui n'est pas uniquement du ressort des acteurs de la santé. Ouais, je peux peut-être compléter deux, trois points par rapport à ce qui a été dit. Je suis assez en phase. On constate aussi qu'en fonction de la classe sociale, les chances ne sont pas les mêmes et que voilà, des personnes qui vivent peut-être dans des quartiers défavorisés, etc., n'ont pas les mêmes chances vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de leur alimentation, vis-à-vis de l'hygiène de vie, vis-à-vis d'un certain nombre de choses qui forcément, au bout d'un moment, finissent par impacter sur la santé, inclus sur la prise en charge, et détecter ce genre de phénomène trop tardivement, quelque part durcit et rend moins simple la fluidité du système de santé. Donc traiter ces cas-là en amont, c'est fondamental. Et évidemment, je rejoins ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas que du ressort du ministère de la Santé de s'occuper de ce genre de choses. Merci. Donc, par rapport à une expérience, si on retourne du côté de la Manche où on a suivi ce qui se passait, c'est déjà où est-ce qu'on se situe quand on parle du patient par rapport à son entrée dans le système de soins, puisque je dirais aujourd'hui, c'est comment on le prend le plus tôt possible, voire demain, comment on fait en sorte qu'il ne rentre pas dans le système de soins. Donc le côté primary care, donc on va dire en France, tout ce qui est première ligne, donc le médecin généraliste, comment on va les aider. Et quand on parle de données de santé, donc la CNIL en a donné une définition, mais je dirais tout ce qui est relatif à la santé, donc ça peut aller assez loin. Et dans les facteurs clés de succès, il y a une grosse question sur l'infrastructure, mais l'infrastructure de gouvernance et l'infrastructure data et digitale. Et quand il parle de data, c'est l'interopérabilité est indispensable. Donc on commence par des choses qui sont déjà codées, structurées, qu'on a dans les systèmes de soins. Aujourd'hui, c'est je dirais la prescription, les diagnostics, mais il est important d'avoir une brique que tout soit lié. Sinon, on va avoir des événements isolés et pour pouvoir les comprendre, décider et monitorer, ça sera compliqué. Donc je rejoins ce qui a été, il va falloir pouvoir apporter de la connaissance, mais où est-ce qu'on se situe et quels sont les acteurs qui vont, je dirais, agir. Je vais juste vous donner un exemple sur un médecin généraliste dans une practice au UK qui disait que ce n'est pas une assistante sociale, mais quand il y a un facteur social qui impacte la santé, notamment sur des populations défavorisées, et que le patient vient en disant « je n'ai toujours pas mon logement », le médecin est désemparé parce qu'il dit « ce n'est pas moi ». Mais il faut éviter que dans ce système, le professionnel quel qu'il soit dise « ce n'est pas de mon ressort ou de mon organisation ». Donc il y a un vrai changement culturel, est-ce que les gens travaillent ensemble. Donc c'est vraiment du pluridisciplinaire, mais il faut que la data suive pour alimenter le circuit de décision. Alors, on va y venir. Donc, en première conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que le système doit faire sa révolution systémique en prenant en compte donc, des facteurs sociaux. Et finalement, on se demande pourquoi on ne le fait pas en France, puisque la stratégie nationale de santé en 2017 disait déjà que la santé, c'était l'affaire de toutes les politiques. Voilà. Donc, on est d'accord là-dessus. Alors, la deuxième question, donc ces data, etc., qui va réellement s'en servir? Donc, est-ce que, donc, quand on parle de santé populationnelle, dans tous les pays où ça a été déployé, on parle de système de santé intégré. Donc, nos chers amis anglais parlent de ICS. Donc, est-ce que, d'après vous, ce modèle est importable en France? Est-ce qu'on peut imaginer des organisations de santé, alors on ne parle plus de soins, puisqu'on va aller sur la prévention, qui regroupent des acteurs de différents secteurs au-delà du secteur sanitaire et médico-social? Qui veut répondre? Quelles données? En fait, moi je pense que de manière assez pragmatique, il faut on ne va pas tout régler d'un coup. Et donc c'est plus simple de traiter les cas graves avant qu'ils deviennent très graves, plutôt que les cas très précoces pour que deviennent un peu, parce que là on a déjà des données, on a déjà des signaux, on a déjà en fait un parcours dans le système de soins, et donc voilà, je pense que c'est plus simple de remonter la pelote de lait entre guillemets dans ce sens-là, et puis en plus on va pouvoir avoir des indicateurs de performance et de qualité qui seront très mesurables. Sur le problème quand on fait de la prévention à très long terme, c'est arriver à prédire dans 10 ans ce qui va arriver, c'est trop compliqué. Si j'arrive déjà à m'assurer que d'ici 3 semaines, d'ici 6 mois, j'évite un événement grave, par exemple, c'est déjà une forme de prévention. Et donc je pense que ça, c'est des choses qui vont être plus directement déployables concrètement
en France, avec des données qui sont déjà plus ou moins disponibles, on va pouvoir mobiliser, avec peut-être des essais cliniques, autour des preuves de performance qui permettront de débloquer des financements. Donc ça, moi, je commencerai par ça avant de m'attaquer à vraiment à ce qui est le Graal, mais de remonter dans le temps et de prendre le patient quand il n'est pas encore patient, quand il est juste citoyen, et d'éviter qu'il progresse. D'accord, mais la question était, est-ce qu'on peut imaginer d'importer en France, ne serait-ce que pour faire ça peut-être est-ce que les gens qui vous pensez qui géreraient ces datas sont en mesure, j'allais dire, physiquement d'assurer le service pour des milliers ou voire des millions de patients de malades chroniques? Ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra s'assurer le concours d'autres participants qui seraient pas forcément? Donc est-ce que ce modèle intégré, c'est quelque chose qu'on peut imaginer en France ou pas? Sachant que le point de départ peut être effectivement, comme on est sur le site de Paris Campus Santé, quand le Paris Campus Santé a commandé une étude à Asterès qui dit qu'on peut faire des milliards d'économies sur les maladies chroniques, voilà. Est-ce que ça, c'est le fruit simplement d'un acte médical, ou est-ce que c'est le fruit d'une coopération de N acteurs dans un système intégré visant le même objectif? Peut-être qu'on peut prendre l'exemple d'expérimentations qui ont eu lieu sur des projets de responsabilité populationnelle. Il y a eu 5 territoires qui ont été nommés sur différentes parties, notamment la partie la partie diabète, l'insuffisance cardiaque, etc. faisait partie de ces expérimentations-là. Donc ce sont des expérimentations, donc on ne peut pas encore tirer de conclusion. Néanmoins, on a montré qu'en faisant travailler ensemble autour d'un même système intégré, donc les mairies, les hôpitaux, les écoles, la médecine du travail de proximité sur un territoire, on arrivait à détecter, typiquement sur la partie diabète, des patients et les inscrire dans les différentes strates. En fait, il s'agit de stratifier les patients dans différents niveaux jusqu'à une complexité très très élevée vis-à-vis du diabète pour éviter, in fine, le nombre d'hospitalisations, d'arriver trop tard dans des cas graves, comme le disait Franck, et qui arrivent parfois jusqu'à des amputations, alors qu'on aurait très bien pu attraper, entre guillemets, ces signes précurseurs le plus en amont possible, par exemple lorsque le patient était dans la strate 1 ou 2, quelque part par ici, pour l'accompagner à une vie plus saine, mieux équilibrée, et ce genre de choses. Donc un système intégré à l'échelle d'un territoire, en tout cas au regard de ce qu'ont donné les premières expérimentations qu'on a menées, oui, ça semble tout à fait envisageable. Je peux rajouter, je dirais un petit mot, parce qu'on a des grosses disparités sur les territoires. Si par exemple on revient sur, je dirais, le primary care et le médecin généraliste, ça va être très différent entre un cabinet individuel ou je dirais un cabinet de groupe, et comment on va les amener à prendre la décision et quel type d'information. Parce qu'aujourd'hui, le système d'information au niveau du professionnel de santé, tout n'est pas codé, structuré, tout n'est pas lié. Déjà, on parle de résultats d'examen, il faut que ça puisse remonter à temps pour pouvoir avoir éventuellement des alertes et prendre en charge le patient. Donc c'est déjà aussi, je suis d'accord, il va falloir y aller étape par étape, parce que sur le papier, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Mais par exemple, si on prend les soins non programmés, on se dit aujourd'hui, un patient, si on parle du patient, le maintien à domicile, on en a parlé, est crucial. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens d'assurer le maintien à domicile des patients. Donc on les envoie à l'hôpital, et après un certain âge, on sait que ce n'est pas un bon choix. Donc sur le papier, en théorie, oui, mais il va falloir vraiment une volonté et bien identifier les acteurs et leur donner les moyens je dirais, d'agir. Oui. Je voudrais revenir sur le rôle des territoires, en fait, qui a été un peu souligné. On a mis en place une filière santé numérique, en fait, qui couple d'un côté les territoires, parce qu'ils ont un rôle à jouer par rapport à la santé. Ils ont des leviers qui ne sont pas forcément strictement sanitaires, mais qui sont éducatifs, qui sont liés à l'alimentation, etc. Vous avez aussi donc les opérateurs de soins. Souvent dans les territoires, vous avez plusieurs, d'ailleurs ça a été évoqué, aussi bien la médecine de ville que des centres, même des centres médico-sociaux. Et puis un troisième pilier qui est les providers de technologie. En fait, et la filière santé numérique vise à coupler les trois. Pourquoi ? Parce qu'il y a une conviction qu'aucun de ces trois acteurs tout seul ne peut régler le sujet. Et en revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives locales. Ça a été mentionné. Je ne pourrais pas toutes les lister, mais par exemple à Douai, autour de l'hôpital de Douai, des initiatives autour de certains cancers.
à Niort sur le diabète, à Strasbourg aussi sur le diabète, à Montpellier sur la santé bucco-dentaire. Donc en fait, on a commencé à référencer ces initiatives qui sont souvent extrêmement riches, qui viennent d'une rencontre entre ces acteurs-là. Et en revanche, le problème, c'est de les répliquer, de les passer à l'échelle. Parce que souvent, le nouveau territoire qui s'attaque à un plan de prévention diabète, il repart où il a l'impression de repartir à zéro sans capitaliser sur l'expérience d'autres territoires. Alors, il y a à chaque fois des singularités à prendre en compte, donc on ne peut pas copier-coller des plans d'action d'un territoire à l'autre. En revanche, il y a probablement des retours d'expérience, des référentiels à partager. Et donc, c'est ce qu'on souhaite faire de plus en plus. Et je crois qu'à la fin, ça servira à une politique nationale, mais en revanche, ça se construit par le terrain pour venir en proposition et aller transformer un système qui, sinon, n'arrive pas à trouver ces solutions-là. Voilà. Et moi, si je peux compléter, il y a une difficulté en France qui est particulière du fait de la structuration des offreurs de soins. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de l'Angleterre, le primary care et le secondary care sont en fait sous une même structure. Et donc, il y a beaucoup plus de facilité pour faire collaborer de ces gens-là de manière avec une impulsion qui vient d'en haut. Ce n'est pas le cas en France. Donc, c'est une difficulté, je dirais, organisationnelle qui est claire. Tu parlais des différents éléments constituants, mais là où je veux peut-être mettre l'accent, c'est que je pense que ce serait une erreur de vouloir dicter depuis l'État, voilà comment on va résoudre, voilà comment on va s'organiser, parce qu'effectivement, il faut, je pense, laisser le maximum de liberté aux différents acteurs, que ce soit des acteurs du numérique, des acteurs de soins, pour trouver les bonnes façons de s'organiser. Il n'y aura pas une seule réponse. En tout cas, je pense que la tâche est très ardue, très compliquée, donc il faut avoir le maximum de liberté, tout en ayant des initiatives financières qui permettent clairement à ce marché de se mettre en place. Et donc c'est toute la difficulté de la question, c'est comment je mets en place des institutions financières, des modèles d'affaires pour que les différents parties prenantes puissent s'organiser ensemble de manière spontanée pour répondre à ce besoin-là, plutôt que d'avoir une doctrine qui est imposée d'en haut et sans doute qui ne répondra pas aux besoins des terrains. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, c'est d'ailleurs le sentiment partagé dans tous les endroits où ça s'est mis en place. Donc c'est plus des initiatives locales parce que chaque territoire ou chaque communauté, puisque le mot anglais parle de communauté, a ses propres caractéristiques, ses propres problèmes et ses propres enjeux. Mais la question, pour ce qui nous concerne en France, c'est si on veut... donc par exemple, on prend la responsabilité populationnelle, finalement, qui est le client ? C'est pour nous, industriels, qui est le client ? Et finalement, est-ce qu'il serait possible, vu la fragmentation du système dans lequel on vit aujourd'hui, est-ce qu'il serait possible d'envisager qu'il y ait quelqu'un, finalement, qui prenne le leadership pour organiser cette intégration ou ce système intégré? Dans le cas de la responsabilité populationnelle, le client a été l'hôpital, qui a réussi à fédérer au niveau de la région, globalement. Effectivement, la médecine de ville, la médecine du travail, il y a eu un lien fort avec les mairies pour sensibiliser dans les écoles le fait que chacun doit faire attention à sa propre santé. Mais c'est l'hôpital qui a eu les financements donnés par l'ARS, puisqu'on était dans une expérimentation, mais c'est lui qui a été donneur d'ordre et qui finalement a réussi à faire que tout ça se finance. Après, il faut que tous les acteurs jouent le jeu, que les primary care aient ce qu'il faut et que ce soit fluide pour pas que ça rajoute une charge complémentaire aux médecins quand ils détectent quelque chose, qu'ils puissent facilement inscrire le patient dans ce programme de responsabilité populationnelle, évidemment dans les écoles, et qu'après il y ait tout le contenu pédagogique. Je pense que c'est là où il peut y avoir un partage d'informations au niveau national. Par contre, si on arrivait à créer au niveau national une sorte de référentiel de toutes les éducations thérapeutiques qui ont été mises en place dans tel et tel territoire, comme ça a été indiqué, là on pourrait peut-être un petit peu capitaliser, parce que le contenu qu'il faut envoyer pour expliquer à un patient pourquoi il est important, si on est sur le diabète, qu'il soit assidu et qu'il vienne régulièrement faire ses consultations, qu'on vérifie que son insuline elle est gérée correctement, là on augmente ses chances d'éviter une hospitalisation tardive. Mais je suis d'accord, l'aspect de qui finance va être fondamental. Dans le cas de projets on va dire d'expérimentation, c'est l'établissement qui l'a mis en place, mais il faudrait quelque chose un peu plus général au niveau national. Pour aller dans ton sens, on a vécu 2 expériences, une locale qui a très bien marché avec un centre en oncologie, avec l'idée c'était de détecter des patients à risque dans le circuit primary care,
avec un algorithme mis en place, je dirais défini par les oncologues, mis en place sur, je dirais au niveau du médecin traitant, avec les données qui existent dans son système de soins et qui viennent du dossier médical partagé, pour créer des alertes et pour adresser le patient au centre de soins. Donc il y a quand même une grosse phase d'éducation. On oublie souvent qu'il faut les former à comprendre la donnée ou à l'accepter et à communiquer. Parce que beaucoup de patients avaient refusé d'aller se faire dépister. Ils préfèrent ne pas savoir. Donc il y a aussi cet aspect communication. Et il y en a eu un autre cas qui n'avait pas forcément de lien avec le suivi populationnel, mais vous vous souvenez des expérimentations sur le déconditionnement en pharmacie des médicaments. En fait, ça n'a pas marché parce que tous les éditeurs de logiciels sur la pharmacie n'avaient pas été impliqués et les autorités avaient oublié que le système de remboursement en France est à la boîte, pas au comprimé. Donc aucun logiciel n'était prêt à prendre en charge un remboursement au comprimé. Donc en fait, c'est aussi comment cette nouvelle politique va s'insérer dans celle qui est actuelle, et notamment le financement et le remboursement. Peut-être pour rebondir sur qui est le client ou qui doit financer, en fait, il y a des pistes très innovantes qui peuvent être regardées. Je donnerai un exemple. On a travaillé sur les troubles musculo-squelettiques dans le monde du travail. Et quand vous regardez dans les entreprises, typiquement dans certaines usines, vous avez des améliorations très nettes qui sont accessibles avec des analyses qu'on arrive à standardiser, à automatiser par de la reconnaissance 3D, typiquement de l'environnement de travail. Et dans ce cas-là, vous pourriez dire, finalement, il y a des économies qu'on a estimées. Alors, l'ordre de grandeur, c'est entre 10 et 20 milliards d'euros d'économies potentielles si on améliore significativement les troubles musculo-squelettiques. Et donc, vous pourriez dire, c'est l'assurance maladie qui doit financer, etc. En réalité, ce qu'on voit de façon pragmatique, quand on pousse une solution telle que celle-là, c'est que les entreprises directement sont intéressées parce que ça fait partie de la capacité de rétention et de maintien des salariés dans l'entreprise, dans des postes qui sont souvent relativement difficiles. Donc ça améliore les conditions de travail. Et puis indirectement, vous arrivez aussi vers évidemment les complémentaires santé qui ont aussi un intérêt. Mais finalement, on peut être innovant aussi même sur la façon de trouver qui est le client. Alors, je vais me permettre de rester un peu sur le sujet parce que donc avec Anuméum, avec la commission secteur public, on fait un constat. C'est finalement toutes les grandes villes et toutes les grandes collectivités ont un directeur de la santé. Donc question, est-ce que les collectivités peuvent avoir un rôle à jouer dans cette introduction des systèmes intégrés en France ? Et alors, question corollaire, où est-ce qu'il y a la possibilité, ou est-ce que c'est la possibilité aussi pour avoir l'introduction de nouveaux acteurs qui prendraient en charge cette santé publique au niveau des territoires ? Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse ? Moi, j'ai des éléments là-dessus. Moi, je dirais oui. Les collectivités, en fait, même si factuellement, elles n'ont pas dans leurs compétences obligatoires pour certaines ces aspects-là, en réalité, elles ont entre guillemets un mandat politique qui leur donne une légitimité d'action. La question en revanche qu'il faut poser, c'est quelle est la garantie de qualité de ce qui est fait. On a parlé tout à l'heure des initiatives locales, de la nécessité de référentiels partagés. Quand vous regardez la donnée, elle est en général de faible qualité, elle peut être biaisée, elle peut être mal interprétée. Et on a eu, comme vous savez, une évolution vers le software as a medical device. Moi, je suis convaincu que de plus en plus, les données qui sont collectées, qui sont utilisées pour orienter des politiques de type prévention, vont devoir subir le même type d'exigence de qualité et d'interprétabilité pour orienter des politiques publiques. Et vous voyez bien dans les orientations sur l'intelligence artificielle, de plus en plus, les notions de gouvernance de la donnée sont critiques, et de capacité de bouclage. C'est-à-dire que la gouvernance, elle ne doit pas être ouverte, elle doit reboucler au fur et à mesure dans le cadre de ce qu'on appelle industriellement une qualité, un système qualité. Et c'est ce que proposent typiquement des acteurs comme Etikia. David Gruson a beaucoup poussé, c'est devenu maintenant un élément européen adopté dans des directives. Mais cette notion-là de rebouclage qualité sur la donnée, si je me positionne au niveau d'une collectivité également, ça doit être applicable. Et donc comment est-ce qu'on rehausse l'exigence de qualité sur ces politiques qui sont les politiques 2.0 ou 3.0, voilà. Par rapport aux nouveaux acteurs, il y a aussi des nouveaux rôles. Par exemple, les infirmiers de pratique avancée, ça va être aussi un nouveau rôle
données dans le circuit de soins. Le pharmacien, alors pas seulement en France, mais dans d'autres pays européens, peut avoir un nouveau rôle. Donc il y a les nouveaux acteurs, il y a les nouveaux rôles sur les acteurs. Donc la qualité de la donnée, alors comme on est dedans depuis plusieurs dizaines d'années, on le suit, c'est aussi incentiver et qui pour saisir la donnée de qualité. Parce que si on n'est que sur le système aujourd'hui, c'est un système qui est lié sur le remboursement. Donc à la base, c'était des logiciels de facturation. Comment on fait pour avoir de la donnée médicalisée et de la donnée médicalisée qui a du sens pour le médecin qui lui est en face du patient, pour ne pas lui changer ses pratiques. Je vous donne juste un exemple. On travaille avec des médecins qui, eux, quand ils voient un patient qui vient le voir en lui disant « j'ai mal », et je le cite dans le texte, comment ça rentre dans un système de codification et de structuration. Donc c'est aussi, je suis d'accord, et tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour se dire j'ai une donnée codée pour le soin, mais aussi pour la recherche. Et tous les éléments de preuve qu'on va apporter en se disant je suis suffisamment précis, mais centré sur la vraie valeur. C'est-à-dire pour éviter des erreurs dans la prise de décision. Donc c'est un travail de longue haleine, mais la personne qui saisit l'information, le professionnel de santé, le patient, a un rôle clé dans cette, dans ce système. Par rapport à ce que vous dites, là on a des nouveaux rôles, mais l'infirmière de pratique avancée, à elle seule, ne résoudra pas le problème. Donc on a quand même ce problème d'organisation. Donc sur cette partie-là, est-ce qu'on peut dire que oui, probablement dans les candidats clients, si on parle affaires, on pourrait avoir donc l'hôpital, peut-être les collectivités territoriales, et l'opportunité d'avoir de nouveaux acteurs qui rentrent dans la boucle? Oui, parce qu'il faudra des plateformes de coordination de toute façon des soins pour suivre à l'échelle du territoire les patients qui auront été détectés, inscrits dans ces programmes-là. Donc ces nouveaux rôles de case manager ou de plateforme de coordination de soins, on les appelle comme on veut, vont devoir apparaître certainement ou émerger s'ils commencent déjà à apparaître dans les régions ou dans les villes. Mais il faut que ça se passe au niveau d'un territoire. Vous m'entendez ou pas? Il y a un autre client en tant que payeur qu'on n'a pas évoqué et qui me paraît moi assez naturel, c'est l'assurance maladie. Qui aujourd'hui, pourquoi il est naturel? Parce que l'assurance maladie en fait structure tout le système de soins à partir du remboursement. Aujourd'hui, on est remboursé à l'acte et donc le fait de donc ça produit pas un effet positif par rapport à ce qu'il y a avant, mais pas un effet pervers par rapport à ce qu'on pourrait faire demain. Mais si on ne change pas la tarification de l'acte et si on corrige pas ça pour aller vers plus de prévention, je trouve que l'assurance maladie est en fait un acteur essentiel et clé pour justement conduire ce changement avec aussi toute la rigueur nécessaire pour l'évaluation. Parce qu'il faut évaluer ces politiques de prévention, etc., de coordination. Et donc, je trouve que c'est un acteur qui est aussi très pertinent avec évidemment la vue globale du budget et comment je distribue mon budget entre plus de prévention, plus de curatif, etc. En tout cas, pour moi, ce serait assez naturel et ce serait très bienvenu que l'assurance maladie propose, en tout cas, d'avancer dans ce sens-là. D'accord. Donc l'assurance maladie comme grand organisateur au niveau national pour tous les territoires. Ouais. Pour moi, il y a une différence entre l'incentive financière, c'est-à-dire de dire j'ai un diabète stade 2, combien je suis prêt à payer pour qu'il n'arrive pas en stade 3, et donc ça c'est une étude médico-économique qui doit justifier du montant du forfait, par exemple, c'est un forfait. Et après, il y a une autre question qui est de dire comment on s'organise pour aller justifier comment en fait on... Et pour moi, il y a une grande différence entre la finalité et le fait générateur de paiement et comment on s'organise pour faire ça. Et pour moi, dans l'organisation, il faut qu'il y ait toute la liberté de s'organiser justement en local parce que chaque territoire va être différent. Mais pour moi, je différencie bien le comment de l'initiative financière qui, je pense, en tout cas, aurait du sens d'être traité au niveau national avec cette vue macroéconomique. Alors, juste une petite réflexion au passage, là on parle de solutions dites de Population Health Management ou Value Based Healthcare. Donc si on regarde la structure de ces solutions, elles sont basées sur 3 choses. Donc une atteinte d'objectifs, donc les 3 meilleure santé, meilleure expérience patient, meilleur coût pour la société.
Et puis il y a une deuxième chose, c'est il y a cette fameuse organisation de santé intégrée qui porte un objectif auprès d'un payeur. D'ailleurs, moi, j'ai besoin de 100 millions d'euros pour réduire la prévalence du tabac, du tabagisme dans mon département. Donc il y a cet aspect donc négociation. Donc, qui forcément est différent du paiement à l'acte. Et puis, il y a quelque part aussi un partage de risque. C'est-à-dire, si je n'atteins pas les objectifs, donc c'est pour ça que la question de cette organisation intégrée qui devrait prendre en charge la prévention et la santé de la population a un caractère qui est santé, mais qui s'inscrit dans un cadre qui est complètement étranger à ce qu'on fait en ce moment. Enfin, ou complètement, peut-être pas, il ne faut pas exagérer, mais qui est à 180 degrés des pratiques habituelles d'aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est un peu ça en quoi je me permettais d'insister sur le rôle des acteurs. Donc, c'est pour ça que dès qu'on va parler de prise de risque, on tombe dans une catégorie d'acteurs qui sont prêts à prendre des risques. Et pas. Bon, voilà. Peut-être pour compléter les deux sujets là qui viennent d'être abordés, je suis assez en phase avec ce que tu viens de dire et le complément là. Mais pour aller peut-être un petit peu plus loin, je pense qu'il faut aussi qu'on regarde à le rôle du médecin. Le rôle du médecin aujourd'hui est plutôt de soigner des malades. Si on regarde un petit peu comment ça se passe de prévention ailleurs dans le monde, le médecin devient un coach et effectivement, avec le patient, alors effectivement, on est déjà dans une situation où on a détecté un citoyen qui est un patient, mais admettons, on définit avec le patient des objectifs qu'il souhaite atteindre, le patient, il co-définit avec son médecin des objectifs, ça peut être de poids, ça peut être de santé, de tout ce que l'on veut, et c'est ensemble qu'on va aller vers cet objectif-là. Et là, ça change dramatiquement la donne par rapport au médecin qui est un peu... moi, patient, je vais voir un médecin, puis je l'écoute un peu religieusement, puis il me dit, voilà, tu vas prendre tel traitement, et puis c'est un peu comme ça que ça se passe, à un mode où le patient l'engage dans la démarche de soins, de prévention, lui-même définit des objectifs raisonnables que le médecin va valider, qui sont atteignables ou pas, et inscrire ce patient dans un parcours. Et on va passer à un financement au parcours qui va complètement changer le système de santé progressif. Mais tout ça est corrélé, de toute façon. Pour réussir à faire évoluer les populations vers une prise en main de leur santé, il faut effectivement que le médecin devienne plus un coach que quelqu'un qui dit voilà, tu vas suivre tel et tel traitement. Oui, mais est-ce que c'est réaliste de dire, par exemple, que si on s'adresse au vieillissement de la population, donc par exemple, moi j'habite en Occitanie, on va avoir 2 millions de personnes de plus de 60 ans. Donc est-ce que c'est réaliste de dire que le médecin va établir un parcours de santé pour chacun des 2 millions d'habitants? Non. Ça se passera dans le temps, évidemment. Il y a un enjeu qui est corrélaire à ça, qui est l'innovation. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que vous dites, on n'aura pas assez de temps de médecins dans tous les cas. Donc il faut qu'on ait plus de digital, plus d'innovation, plus d'IA, plus d'automatisation et plus de personnalisation de tout ça. Et donc si on veut plus d'innovation, ça veut dire qu'il faut aussi plus de liberté et plus de prise de risque, parce que l'innovation ne va pas sans prise de risque. Et donc c'est en ça que moi je distingue bien l'incentive financière qui doit provenir d'une initiative politique et de l'État, et surtout ne pas tomber dans le piège, entre guillemets, de vouloir tout centraliser. Il faut trouver le bon équilibre entre ce qui est du rôle du régulateur et du financeur du système et laisser, entre guillemets, le marché libre et concurrentiel générer finalement plein d'innovations parce que voilà, la santé c'est très vaste en plus. Qui va prétendre être le meilleur dans toutes les prises en charge? Donc il faut que ce soit un marché qui soit libre pour qu'on puisse voir émerger des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui n'existent pas et qui vont résoudre vraiment demain Alors, ce qui va permettre de passer au deuxième sujet, de quelle data on a besoin. Et donc, première question. Alors, donc on reste toujours dans cette optique santé populationnelle. C'est-à-dire, je mets en balance des résultats versus des coûts et une satisfaction. Donc, de quelle data on aurait besoin, enfin, on a besoin pour arriver à gérer ce triple objectif de la santé populationnelle. Donc, est-ce que les données de santé sont suffisantes? Alors, je peux dire par rapport à notre expérience, est-ce qu'elles sont nécessaires? Oui. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non. Si on parle sur la partie sociale et sociétale, non. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'autres informations, mais déjà, c'est une brique qui est importante. Si on revient sur celui qui prend la décision, on va dire aujourd'hui le médecin, ces données-là sont indispensables pour bien comprendre, prendre une décision sécurisée et ensuite
le mesurer. Donc c'est une donnée essentielle qui n'est pas suffisante seule. D'ailleurs, dans les nouvelles fonctions qui ont été créées, nos amis anglais ont créé une fonction, ils appellent ça de Integrated Care System Intelligence Function. Donc c'est une nouvelle fonction autour de l'analyse des données pour alimenter le circuit des décision. Mais en tout cas, la donnée suffisante, non. Mais cette donnée de santé, elle est indispensable si tant est qu'elle soit complète et qu'elle soit bien codée et structurée. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et puis, on parlera sans doute de toute la réglementation autour de la donnée pour qu'elle soit accessible facilement et rapidement. Parce que si pour prendre une décision, il faut attendre longtemps et avoir passé sous sous les fourches cogines d'un certain nombre de protocoles pour pouvoir décider, on va perdre beaucoup de temps. Alors, nous, au niveau d'Assosystème, on gère mondialement de la donnée de santé dans le cadre principalement des essais cliniques. On est leader mondiaux par rapport aux essais cliniques. C'est de la donnée qui relève de protocoles extrêmement précis et du coup qui répond au caractère qui a été dit, c'est-à-dire qu'elle doit être probante. Et donc pour ça, il y a des systèmes de gouvernance, de qualité extrêmement fiables et démontrables en fait, qui doivent être mis en place. Si j'explose ça et que je dis en santé populationnelle, c'est-à-dire pour tout le monde, dans des conditions de capture de la donnée qu'on ne connaît pas bien, etc., comment est-ce qu'on arrive à avoir de la donnée de qualité suffisante dans un domaine aussi qui dépasse strictement la santé, puisqu'il va falloir connaître l'exposition à des pollutions, le mode alimentaire, etc. Et donc on rentre dans un domaine qui est l'exposomique, qui est sur des signatures et des caractéristiques, des caractérisations beaucoup plus complexes, beaucoup plus vastes. Comment est-ce qu'on arrive à donner du sens? Alors, il y a des nouvelles techniques qu'on arrive de plus en plus à maîtriser, qui sont liées au progrès dans le monde de l'IA générative. Typiquement, qu'est-ce qu'on arrive à faire? On arrive à générer des populations synthétiques qu'on va pouvoir confronter à la situation de quelques personnes ou de plus en plus une personne. Un jour, on confrontera une seule personne pour étudier en fait une multiplicité de scénarios et de trajectoires et du coup étudier par rapport à toutes ces trajectoires lesquelles on arrive à orienter, lesquelles sont souhaitables, lesquelles ne sont pas souhaitables. Donc ce caractère probant de la donnée, il va pouvoir être de plus en plus amené dans des conditions de données de vie réelle, alors qu'actuellement, c'est plus de la donnée exceptionnelle, c'est de la donnée très protocolisée. Et nous, on croit que la virtualisation permise par les applis mobiles, permise par la capacité massive maintenant des capteurs, va permettre d'améliorer radicalement ces conditions de données. Alors, excuse-moi, juste parce qu'effectivement, pour partager une expérience sur de la donnée collectée en primary care. Donc maintenant, ça a été lancé en 1994 en France et en Angleterre. On a constitué une base de données sur 7 pays européens, donc ça fait une base de 72 millions. Donc ça a été effectivement un travail assez long pour que ça soit codé et structuré et pour que ça puisse effectivement permettre à un professionnel de santé, donc là, en l'occurrence médecin, de prendre une décision. Parce que lui, il traite un patient. Donc quand on lui parle de statistiques, ça ne lui parle pas. Lui dit toujours, la statistique, c'est vrai sur une population, c'est faux sur un individu. Donc c'est quelles données je lui donne, lui, pour qu'il puisse, je dirais, se dire, c'est au patient que j'ai en face de moi que je parle et sur lequel je peux prendre une décision. Donc c'est aussi, et on s'est rendu compte que beaucoup de recherches sur les données en Europe, quand on parle de données, viennent de l'hôpital parce que tout vient de la recherche, des chercheurs. Ce n'est pas le même système de codification. Et en primary care, on n'est pas si nombreux que ça. Et je pense qu'il faut arriver à réconcilier les deux. Et on travaille, il y a certaines initiatives avec des établissements de soins pour se dire, le patient est différent. En intra-établissement, c'est souvent des patients plus sévères. Et comment j'arrive à reconstituer le parcours, donc Shirley en a parlé tout à l'heure, c'est de se dire comment je fais le lien pour apporter cette connaissance qui vient de la ville ou de l'hôpital et que je la transpose sur un système ou l'autre pour apprendre, je dirais, améliorer la prise de décision. Mais une prise de décision qui soit sécurisée pour que le médecin la comprenne. S'il ne comprend pas, alors on parle d'IA, mais on est souvent sur des algorithmes, parfois des arbres décisionnels, il faut qu'il puisse le comprendre. Voilà, c'est comment réconcilier des ensembles de données qui permettent de faire de la modélisation et de faire du prédictif, le ramener sur un individu qui doit prendre une décision sur ce qu'il a entre les mains. Alors, je voulais rebondir sur la question de quelles données on a besoin. Une des difficultés, on connaît tous les données de remboursement, qui sont des données qui ont été évidemment faites pour payer les acteurs du soin et qui sont utilisées aujourd'hui, en fait, détournées pour faire des études d'ailleurs médico-économiques. Il y a tout un tas d'acteurs qui
travaille là-dessus. La difficulté, c'est que si on veut aller plus loin, il faut mobiliser les données cliniques qui sont dans les comptes rendus médicaux et 80% de la donnée est là. Parce que elle est pas, la mutation de votre cancer n'est pas prise en compte pour le remboursement. Donc vous l'avez uniquement dans le compte rendu médical. Et donc il n'y a pas le choix en fait. Il faut qu'on aille miner entre guillemets ces sources de données là. Donc nous, chez l'IFEN, on travaille déjà sur des... Alors pas dans le cadre de santé populationnelle, mais je pense que c'est peut-être ce qu'on pourra faire après, mais on travaille déjà sur l'analyse systématique de ces comptes rendus médicaux, alors par aire thérapeutique, pour construire des bases de données à très grande échelle. Donc là, on a un programme sur le cancer du poumon, par exemple. Et donc, moi, je suis convaincu que il faut avoir une approche ciblée. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas structurer toutes les données dans toute la médecine. Voilà, sinon, vous n'allez pas faire grand-chose. Par contre, si vous avez une compréhension très, très fine d'une aire thérapeutique, d'un parcours de soins, que vous faites ça avec les soignants, avec les experts médicaux qui vous expliquent exactement qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est moins, vous pouvez, à grande échelle, reproduire finalement ce qui est un peu fait dans les cas d'essais cliniques, mais sur des données de vie réelle, pour créer des bases de données. Et ces bases de données-là vont servir à nourrir la connaissance, comprendre en fait ce qui se passe. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois que vous avez, par exemple, structuré une base de dizaines de milliers de cas qui ont telle pathologie, derrière, si vous avez accès à, par exemple, le DMP ou voilà, en fait, vous pouvez remonter dans le temps. Et vous pouvez dire, OK, tous ces gens-là qui ont eu tel diagnostic, avec leur accord évidemment, je peux analyser en fait ce qui s'est passé avant et reconstituer le passé. Et donc là, ça va être intéressant de voir, OK, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'on peut déduire ces données-là, des parcours qui auraient pu être identifiés, etc. Et après, évidemment, une fois qu'on a cette connaissance-là, on peut la mettre en œuvre sur des programmes réels. J'entends ce que vous me dites, mais après, si on veut être très factuel, par exemple, les plans régionaux de santé, les PRS. Il y a très peu de données médicales. Aujourd'hui, on planifie la santé d'une population ou l'amélioration quasiment sans données médicales. Donc, voilà, c'est juste un constat. La question, alors je comprends. Par contre, je comprends qu'à un moment donné, quand on a ciblé ces plans, qu'on a segmenté sa population, qu'on dit on veut s'attaquer aux sans-abri, voilà, pour sortir d'une pathologie. On comprend bien qu'à un moment donné, le sans-abri, quand on l'aura bien ciblé, qu'on l'aura en main, il faudra bien quelque part avoir ses données personnelles de santé pour faire quelque chose. Mais la question après, c'est, vous n'avez pas parlé finalement de finances. Ces actions qu'on va cibler sur de la prévention, il faut les financer. Donc, comment est-ce qu'il faut introduire des données financières ou des données de coût pour dire l'action que je vais lancer pour faire de la prévention ou primaire, secondaire, peu importe. Voilà, est-ce que ces données-là, il faut est-ce qu'elles sont nécessaires et comment est-ce qu'on peut les introduire dans un système ? La question du financement est l'éternelle question, effectivement. Hein, c'est si on ne finance pas, naturellement, il n'y aura pas de données. Et je pense qu'en France, on est malgré la richesse du SNDS, on est relativement pauvre en données, dans le sens où les données cliniques, elles sont pour la plupart pas structurées. On a des registres qui existent sur certaines pathologies, mais qui sont faits à la main et à la force du poignet par les soignants qui font ça sur un week-end. C'est pas très satisfaisant. Donc on a besoin de plus de financement systémique, entre guillemets, voilà, pour mettre en place des collectes de données massives qui vont permettre d'alimenter tout ça. Alors, effectivement, par rapport à ce qui est dit, il y a ce qui rentre déjà dans un système qui est lié au remboursement, on en a parlé, mais comment inciter, les professionnels de santé à saisir plus d'informations? Alors on voit, nous, sur l'Europe, que dans certains cas, ils sont habitués à le rentrer dans des champs structurés. D'autres, c'est dans du texte libre. On voit aussi, maintenant, on a les comptes rendus hospitaliers, donc il y a besoin de techniques de NLP pour, améliorer. Et aussi, il y a les pratiques. On voit par exemple un médecin généraliste, pour prendre le médecin généraliste en Angleterre, il est habitué à faire beaucoup de recommandations hygiéno-diététiques. Parce qu'en France, on ne voit pas beaucoup, mais ça vient de la pratique. Et on s'est rendu compte qu'en analysant des données, il y avait tout ce qui était lié au diagnostic, ce qui était lié à la prescription, mais aussi les facteurs de risque. Le tabagisme, et la nutrition en fait partie. Donc c'est comment avoir tous ces jeux de données suffisamment en masse, bien codés, structurés, pour que des sociétés expertes dans de la modélisation
puisse effectivement en sortir la substantifique moelle. Et je me dis déjà autour de la table, les différentes personnes qui sont là avec nos différents métiers, on devrait déjà pouvoir arriver à faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est quel type de données y rentre et pourquoi. On parlait de nouveaux rôles. Donc ce rôle de data manager, data scientist, etc., à prévoir dans ces fameuses organisations de soins qui prendraient en charge la prévention. Alors, je vois qu'il reste 10 minutes, parce qu'il y a une question importante, donc c'est comment déployer les solutions de santé populationnelle. Donc on l'a dit, à partir de l'hôpital, peut-être à partir d'une collectivité territoriale, d'un acteur, un nouvel entrant du marché. Mais on est d'accord pour dire que la démarche doit être plutôt bottom-up, même si elle est quelque part pilotée par un acteur national pour mutualiser les expertises, les protocoles et s'assurer qu'on ne part pas dans des systèmes complètement divergents et qu'à un moment donné, on aura quand même une cohésion sociale au niveau de la société française qui fait que... On peut imaginer aussi un autre acteur qui est l'assureur, qui est finalement a un rôle assez naturel pour ça, puisque l'assureur il est censé suivre le patient dans toute sa santé dans les prochaines années, donc que ce soit l'assureur public ou privé. Mais je pense que ça pourrait être un acteur assez intéressant aussi, qui, avec la difficulté que ça soulève. Mais, c'est juste. Dans un tout autre domaine qui est l'écologie, vous avez maintenant le secrétariat général pour l'écologie. Je ne sais pas si vous avez observé, qui a été créé il y a quelques années. C'est de création très récente. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils orchestrent pas vraiment. C'est-à-dire, ils réunissent de la donnée, de l'information, et ils la rendent visible pour agir sur décarboner la mobilité, décarboner l'habitat, etc. Donc, il y a une dimension de planification, mais qui est sans avoir complètement les leviers d'action derrière. Et je pense que dans la santé, c'est encore plus complexe que ce sujet de l'écologie, qui est déjà monstrueusement complexe. Pourquoi ? Parce que vous engagez les personnes elles-mêmes. Et donc, la relation médecin-patient, etc. est aussi impliquée. Et donc, vous pourriez imaginer, si j'essaie de dire... Parce que le bottom-up, je suis complètement d'accord. Et je crois que c'est l'enjeu au niveau des territoires, l'enjeu aussi de la confiance. Parce qu'il faut dépasser une défiance qu'il peut y avoir entre les différents types d'acteurs sur les territoires. Et donc, ça, c'est essentiel. Mais vous pourriez imaginer aussi des plans d'action nationaux. Et là, c'est la phrase « Je suis pessimiste par l'intelligence, optimiste par la volonté ». Donc, c'est faisons preuve de volonté peut-être sur quelques segments où on expérimente des modalités d'action nouvelles, orientées value-based healthcare, value-based prevention, etc. Et donc, pourquoi pas choisir un segment et se dire au niveau national, on teste, on regarde si on arrive à faire évoluer en mettant en visibilité de la donnée. Et un dernier point, avant de passer la parole, c'est que la donnée, il faut la financer, mais ensuite, il faut la partager. Et là-dessus, vous avez une telle défiance entre les acteurs. En 2020, on l'a observé, je crois que c'est une année révélateur. La donnée sur l'épidémiologie Covid à la maille Iris, elle existait dans certains bureaux. Elle n'était pas mise à disponibilité des collectivités locales, notamment les régions. Et on aurait pu imaginer qu'on aurait fait des régions des partenaires de gestion de la crise si on leur avait mis à disposition certaines données. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire, mais il y avait beaucoup de raisons de blocage qui n'étaient pas forcément bonnes. Voilà. Ouais, peut-être pour faire écho à ce que tu viens de dire, là, c'est effectivement le bottom-up est la bonne approche, mais je pense que des programmes de santé publique doivent agir aussi également. On voit là en ce moment à la télé un certain nombre de programmes publicitaires sur la prévention et ce genre de choses. Il faut quand même qu'il y ait une incitation forte de la part du gouvernement à prendre ce virage-là et à accélérer un certain nombre de choses. Si on fait l'analogie de ce qui s'est passé suite au Covid, on a déclenché un programme, le Ségur du numérique en santé. Beaucoup d'argent a été mis sur la table, 2 milliards ont été mis sur la table, 1,4 milliard sur le sanitaire et 600 millions sur le médico-social. Peut-être qu'en s'inspirant de ce genre de choses-là, on pourrait lancer des programmes de santé publique en visant certaines aires thérapeutiques ou certaines maladies chroniques, en disant on veut s'adresser à cette partie-là. Santé publique France pourrait avoir un rôle à jouer et après, avec l'approche bottom-up, laisser les acteurs, laisser les initiatives territoriales agir et les deux mondes se retrouveraient et le système serait financé, ce serait globalement vertueux. En tout cas, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire. On aurait pu prendre le Ségur vraiment dans cette manière-là.
et aller vers des programmes de santé publique plutôt que d'aller vers une approche peut-être de partage d'informations sans réel but annoncé initialement. Donc, ça serait de dire, l'initiative, ça serait de dire nationalement, on va prendre le cas de nos amis de la FHF, je veux améliorer 2 indicateurs, la prévalence du diabète de type 2 et l'insuffisance cardiaque. Par exemple. Et voilà, chaque territoire, vous organisez, vous nous soumettez des initiatives qu'on finance ou qu'on ne finance pas, où on retombe dans l'histoire de l'expérimentation. Je donne 300 000 d'un côté, 500 000 de l'autre. Ça serait quoi l'action bottom-up? C'est une négociation sur l'organisation et son financement, ou c'est juste je prends de l'argent et j'essaye de faire quelque chose avec? Non, je pense qu'il peut y avoir un contrat moral qui va dans le sens de tous les acteurs jouent le jeu et partagent les données pour qu'à la fin ça bénéficie à l'amélioration de la santé. Il peut y avoir un certain nombre de choses comme ça, d'incitation, de respect, de standards, comme ça. Vraiment l'analogie de ce qui s'est passé avec le Ségur. On doit se conformer à un certain nombre de choses, on doit pouvoir réfléchir intelligemment pour que ce soit un système vertueux, mais il faut taper fort et que le gouvernement mette vraiment une dynamique affirmée. Ouais. Enfin, juste un point sur la data, je pense qu'on va dire, le chapitre est clos, on est tous d'accord pour dire que sans information, de toute façon, on n'arrivera jamais à faire travailler des gens ensemble. Hein, pour le faire lapidaire. Donc pour revenir à qui il faut persuader. Sur la gouvernance, on n'a pas parlé des URPS, mais c'est un acteur qui peut avoir un rôle clé. Et là, ça permet effectivement dans une approche bottom-up. Donc ça, c'est aussi un acteur intéressant. Et pour revenir sur la donnée des acteurs, quand le Covid est arrivé, donc nous, on s'est retrouvés impliqués dans des programmes de recherche. Donc c'est venu des chercheurs où la question était toute simple. Le code diagnostic Covid n'existait pas. Donc les premiers cas qui étaient remontés, les médecins ils saisissaient ce qui existait dans leur système. Donc on s'est retrouvé avec des infections pulmonaires jusqu'au moment où le code a été créé. Et après, il a fallu démontrer que le Covid long existait pour pouvoir créer un code. Donc c'est aussi, là c'était une initiative. Alors c'est intéressant parce qu'en Europe, les différents éditeurs se sont mis ensemble parce qu'on ne peut pas travailler que pour un seul type de client. C'est les clients de l'éditeur A et pas les clients de l'éditeur B. Mais il a fallu commencer par se dire, est-ce que le système de codification permet de remonter cette information? Et on a fait une analyse sur l'historique où on s'est rendu compte que finalement, si on dit le Covid est arrivé à partir du moment où l'information est remontée, non, parce qu'elle est remontée à partir du moment où elle pouvait être codée. Et en analysant des cas, je dirais, sur le passé, on s'est rendu compte qu'on a requalifié des pathologies qui n'étaient pas du tout la bonne, on a requalifié en Covid. Donc il y a des initiatives qui peuvent être locales, mais ce que j'entends là, c'est que pour l'instant, ça va être des initiatives isolées. Il faut vraiment qu'il y ait une gouvernance derrière tout ça. Sinon, ça va être des acteurs privés ou des acteurs publics qui vont avoir des initiatives locales. D'accord. Donc là, on arrive à la fin de ce débat. Donc si je peux résumer, alors vous me corrigez si je dis une bêtise. Donc on est finalement assez d'accord pour dire que ce type de solution a sa place en France et en Europe. Que oui, il faudra un changement organisationnel pour avoir des systèmes de santé intégrés. Que finalement le décideur, c'est plutôt le politique que la CNAM. Et maintenant, vous allez y aller? Je rajouterais juste un petit mot. Il faut un changement culturel aussi. Et ça a été évoqué, laisser le temps à cette organisation de prendre en charge la santé du patient. Donc il y a changement de culture et avoir le temps de le faire. Sinon, on va se retrouver, tout le monde va dire oui, je veux y aller. Puis on va être rattrapés tous autant qu'on n'est pas le quotidien et ça aura du mal à se faire. Oui, en phase, en faisant bien attention à ne pas ajouter de surcharge aux professionnels de santé. Il faut que ce soit dans des outils les plus fluides, les plus naturels possibles. Il faut que l'IA là, aide globalement à enrichir la donnée dans les outils et dans les solutions logicielles. Ouais, on attend l'impulsion d'en haut, quoi. Je dirais qu'il faut aussi avoir en tête le panorama mondial de ces sujets-là, où finalement c'est le monde du mobile qui est en train de gagner. Les grandes plateformes liées à ce monde-là, pour l'instant, ne sont pas des prescripteurs de santé. Il faut imaginer que peut-être dans 5 ans, 10 ans, elles pourraient le devenir. Et donc mettre en place en avance les initiatives qui bénéficient complètement du potentiel de la donnée. Parce que sinon, en fait, ça va arriver, mais par d'autres canaux. Et donc la politique de santé va échapper au choix de la nation. Voilà.
Merci pour votre temps, pour vos réponses. Et puis, le débat continue sur la santé populationnelle. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci.